Bonjour et bienvenue à vous. Voici les titres de ce journal. Flambée des prix de première nécessité, le gouvernement a pris des mesures pour soulager les populations. Sont-elles respectées? Arnaud Adadja a fait un tour dans une boulangerie à Cotonou. Son constat dans un instant. Certains aliments doivent se retrouver en quantité limitée dans nos assiettes alors que d'autres, plus abondamment et plus régulièrement. Vous entendrez les conseils du nutritionniste dans ce journal. Que ferions-nous sans eux à une époque où tout fonctionne à l'aide des machines, où les entreprises n'existent pas sans Internet? Eux, ce sont les programmeurs et développeurs. On en parle. Merci de votre fidélité. Ce 1er avril est dédié à la blague. L'origine de cette célébration remonte à l'époque du roi de France Charles IX. En 1564, ce dernier décida d'une réforme calendaire. Il fait commencer la nouvelle année le 1er janvier. Avant cette réforme, la nouvelle année débutait en France à Noël, à Pâques ou encore dans certaines régions le 25 mars avec une prolongation des fêtes jusqu'au 1er avril. Beaucoup de personnes ont eu du mal à s'habituer à ce nouveau calendrier. Ils ont continué donc à s'offrir des cadeaux et des étrennes le 1er avril. Pour se moquer d'eux, quelques petits farceurs ont eu l'idée de leur offrir des cadeaux un peu spéciaux, des faux cadeaux, des cadeaux pour rire. Et c'est à partir de ce jour-là, raconte-t-on, que chaque année au 1er avril, petits et grands ont pris l'habitude de se faire des blagues et des farces. Dans les rues de Cotonou, le maintien du prix de la baguette de pain à 125 francs par le gouvernement n'est pas respecté par tous les vendeurs entre bonne et mauvaise fortune. La décision d'accompagnement du gouvernement fait toujours l'objet de diverses appréciations sur le terrain. C'est le constat fait par notre reporter Arnaud Adadja. Le pain est effectivement vendu à 125 francs à la boulangerie. À ce niveau, pas d'inquiétude. La décision a dissipé les craintes et a soulagé les cœurs. Cette consommatrice de pain s'en félicite. Déjà au début, on était très étonnés sur l'augmentation du pain parce que le pain, c'est notre quotidien. Presque tous les jours, on en consomme. Et on a été très étonnés par rapport à l'augmentation. Donc après, ils ont revu leur décision. Et c'est vraiment mieux comme ça. Le pain est devenu une denrée alimentaire quotidienne au Bénin et c'est à juste titre que d'autres Béninois se réjouissent chaque matin lorsqu'ils se présentent chez les vendeuses de pain. Cependant, si les consommateurs estiment qu'ils sont satisfaits, les responsables de boulangerie, quant à eux, le sont moins ou peut-être pas du tout à cause du prix du sac de farine de blé qui varie par endroit. La farine était dans le prix de 23 000, je crois, actuellement près de 30 000. Donc, on n'arrive même pas à trouver la farine. Je crois bien le Béninois, il est rusé. Peut-être dans la ville, bien dans les magasins, il y a de stock chez eux. C'est cela ce qu'on appelle une fluctuation économique. Pour le cas du pain produit aujourd'hui au Bénin, suspicion, inquiétude et plaidoyer s'entremêlent. Si le gouvernement peut subventionner ceux-là, ceux qui ont pris de la farine chère avant, par exemple les GMB maintenant ont fermé, j'ai appris. C'est pourquoi on n'a plus de farine dans la ville. Jusqu'au nord, tout le monde est dans le problème farine. C'est ça qui nous fait perdre. On n'arrive même pas à payer les ouvriers à temps. Mais on les prie de se patienter. Pour un temps, on va s'entendre. Le prix du pain a été maintenu malgré tout. Et à cette allure, le consommateur pourrait arriver à se demander si le pain acheté aujourd'hui à 125 francs ne serait-il pas du pain dont la masse en grammes a été réduite. L'équilibre alimentaire est un facteur de bonne santé. Les aliments ont le pouvoir de donner de l'énergie et de fournir les nutriments essentiels à l'organisme. Certains aliments doivent se retrouver en quantité limitée dans nos assiettes, alors que d'autres plus abondamment et régulièrement. Malheureusement, l'homme mange de plus en plus mal, selon les spécialistes. Rigobert Sousa est nutritionniste et nous en parle. Pour bien manger, il faut prendre des repas
qui vont vous donner de l'énergie, ce que nous appelons des repas pour la fondation. Et ça, c'est les céréales et les féculents. Et puis, il faut prendre aussi des repas de construction, c'est-à-dire des repas que l'organisme utilise pour reconstituer les dégâts, pour remplacer les cellules mortes. Ce sont les protéines. Et aussi des repas maintenant qu'on appelle des repas protecteurs. Et ça, ce sont les légumes et les fruits. Donc, pour bien manger, il faut que vous vous rassurez qu'il y a ces 3 catégories de nourriture dans votre plat. Si j'achète du riz et on me donne de fructures là-dessus, plus un œuf, quand je mange comme ça, quand nous faisons une petite analyse, c'est qu'il y a le riz qui va me donner de l'énergie, il y a de l'œuf qui va me donner les protéines, mais c'est tout. Parce que le fructu en question, il ne reste plus rien dedans. Pourquoi? Parce que vous avez mis l'huile sur le feu et vous avez écrasé votre tomate, l'oignon, l'ail, tout et tout. Vous jetez ça dans l'huile et vous tuez tout. Et il ne reste plus de nutriments dedans. Donc quand je prends ce repas, ça montre aisément que nous mangeons mal. Nous mangeons très mal. Parce qu'il y a seulement les repas qui donnent de l'énergie et les repas et les protéines. Donc, en ce qui concerne la protection, nous n'en avons pas. Et l'histoire et la préhistoire nous a appris que les premiers hommes vivaient de la chasse et de la cueillette. Alors, aujourd'hui, nous ne sommes pas différents des autres hommes. Mais, donc, normalement, nous devons être plus végétariens que tout ce que nous faisons aujourd'hui en étant omnivores. Donc nous avons désobéi. On n'a pas besoin d'aller prendre des médicaments. Notre repas est notre médicament. Ils sont à l'origine de changements positifs dans plusieurs secteurs. Ces hommes et femmes d'éthique qui déchiffrent les codes permettant de donner des ordres aux ordinateurs. Pour vous qui ne savez pas ce que c'est qu'un programmeur ou un développeur, Rodrigue Bagbeto nous édifie à travers ce reportage. Des lignes de code, c'est ainsi que l'on appelle cette compilation de mesures issues des propriétés techniques ou fonctionnelles d'un logiciel. Elles servent à mesurer la taille d'un programme informatique en dénombrant le nombre de lignes de son code source. Elles permettent aux sites web et applications de fonctionner et constituent le terrain de jeu des développeurs et des programmeurs. Cela suffit-il pour faire des termes développeurs et programmeurs des synonymes ? Expert des langages informatiques, le développeur traduit la demande d'un client en ligne de code informatique. Pour être développeur, il faut commencer déjà par être un programmeur. Le développeur doit avoir une expérience pratique du fonctionnement de chaque ligne de code. À partir de là, il peut effectuer toutes les autres tâches de développement logiciel sans rencontrer de difficultés. Au nombre des tâches auxquelles participent les développeurs de logiciels se retrouvent la conception de logiciels, la recherche, la spécification du système et de la documentation, le test du système, l'entretien et la mise en place du système. Là où le développeur sera plus dans l'analyse et la conception d'une solution logicielle, le programmeur, lui, est orienté vers la réalisation et la mise en œuvre. En d'autres termes, le programmeur utilise principalement les technologies de programmation, à savoir des langages de programmation et des logiciels d'édition spécialisés pour écrire des codes propres qui peuvent être déployés pour s'exécuter sur des machines. Les programmeurs convertissent les conceptions et les idées en un ensemble d'instructions pouvant être exécutées par un ordinateur. Il existe deux principaux types de programmeurs que sont les programmeurs système qui écrivent des programmes pour faire fonctionner des systèmes informatiques. Ils peuvent coder un système d'exploitation ou une base de données. Les programmeurs d'application, quant à eux, écrivent des programmes pour effectuer des tâches spécifiques. Il est important de comprendre qu'aucun de ces deux titres d'emploi n'est supérieur à un autre. Un programmeur n'est pas plus lucratif qu'un développeur. Aucun développeur n'est plus souhaitable qu'un programmeur. Ce sont juste des dimensions différentes qui tombent dans le même domaine.
Hors du Bénin, Andaïvacha, l'eau très chaude des nappes souterraines, sert à fabriquer de l'électricité. Le Kenya est devenu leader dans le domaine de la géothermie. Les immenses gisements de la vallée du Grand Rift produisent 700 mégawatts, soit 30% du mix énergétique du pays. Une énergie qui a en plus l'avantage d'être plus écologique. Suivez ce reportage. Niché au cœur de la vallée du Rift, ce parc s'appelle Hell's Gate, la porte de l'enfer. Connu pour ses falaises et pour ses animaux sauvages qui vivent ici. Mais aussi et surtout pour ces mystérieuses roches fumantes que l'on trouve un peu partout. Ce sont des vapeurs naturelles que Christine Katana observe et analyse chaque jour. La géologue en connaît tous les secrets. La vapeur ici est vraiment très chaude, quelque chose autour de 120 degrés. C'est brûlant. Et tout ça vient de réservoirs d'eau qui se trouvent à environ 1000 mètres de profondeur. Ici, dans la vallée du Rift, on a beaucoup d'activités volcaniques. Le sol est très fracturé. La chaleur se faufile et remonte par là. Au Kenya, on considère cette chaleur comme un trésor, un cadeau de la planète. Car elle peut être utilisée pour produire de l'électricité. C'est l'énergie géothermique. La seconde ressource la plus abondante sur Terre après l'énergie solaire. Une ressource encore largement inexploitée. Le procédé est assez simple. Des puits géants recueillent la vapeur et l'acheminent vers les centrales électriques. La vapeur arrive des puits d'extraction et passe par ce réseau de gros tuyaux. Cyrus Karingiti est l'un des pionniers de la géothermie au Kenya. Il est ingénieur dans la centrale d'Olkaria depuis 34 ans. Il y a ici 5 centrales en tout et une 6e est en construction. Elles alimentent un tiers du pays en électricité. C'est la partie la plus importante de la centrale où l'on trouve les turbines et les générateurs. Pour nous, la géothermie, c'est la meilleure énergie. C'est la moins chère, on la trouve sur place, elle n'est pas dangereuse et surtout écologique. En Afrique, où près de la moitié de la population n'a pas accès à l'électricité, cette énergie renouvelable et abondante pourrait être la solution. Mais le Kenya, comme beaucoup d'autres pays du continent, manque de moyens financiers pour exploiter ses ressources. Ici, c'est la Banque européenne qui a investi plus de 270 millions d'euros depuis près de 40 ans. De l'argent qui est prêté, et l'Union européenne y trouve aussi son propre intérêt. Ce qui nous pousse à agir, ce n'est pas seulement le réchauffement climatique, c'est aussi pour améliorer les conditions de vie des gens. Et pourquoi c'est important? Parce que l'Europe fait face à de nombreux défis. Les migrations, la résolution des conflits. L'énergie, c'est capital pour le développement. Ces 10 dernières années, l'Europe a investi plus de 26 milliards d'euros en Afrique, dont 5 pour le développement des énergies propres. D'ici quelques mois, quand les infrastructures tourneront à plein régime, Olkaria deviendra la plus grande centrale géothermique du monde. Et voilà qui vient mettre un terme à ce journal que vous pouvez suivre également sur le www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis.